bienvenue dans le Culture Mag. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans l'univers du grand Leonardo da Vinci. Pour la première fois, l'ensemble de ses travaux a été reconstitué, mis en scène et exposé. C'est le Da Vinci Alive et nous vous y emmènerons. Au sommaire également, le boom de la Bible. Le livre le plus vendu au monde est au cœur de nouveaux projets à Hollywood. Et puis nous écouterons de la musique classique perse. Le groupe Gola va venir dans le studio en live. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à A24 News. Leonardo da Vinci reste décidément le génie dont on n'a pas fini de percer les mystères. L'exposition Da Vinci, The Genius, en est la preuve. Cette exposition met en scène quelques 3000 images du célèbre père de la Joconde et puis des inventions. Et c'est une exposition qui tourne de ville en ville. Le dernier arrêt, c'est à Tel Aviv. Visite guidée, Sandy Fortis. Léonard de Vinci, comme vous ne l'avez jamais vu, artiste, scientifique, ingénieur, poète, architecte, philosophe, écrivain, le célèbre Florentin possédait de nombreux talents. Des talents réunis dans une exposition qui ne ressemble à aucune autre et qui montre au public l'esprit novateur de Vinci d'une façon très originale. Da Vinci Alive au parc des expositions de Tel Aviv est une première mondiale. On y découvre de nombreuses facettes du maestro de la Renaissance, notamment son côté ingénieur et inventeur. Première étape, la section des machines. Des experts italiens ont pu reproduire, grâce à ses écrits, les inventions qu'il rêvait de réaliser. Hélicoptères, tanks ou parachutes, des machines de notre quotidien imaginées plusieurs siècles avant leur création. Le public est impressionné de voir que la plupart des machines qu'il utilise ont été inventées il y a 400 ans. Elles ont été perfectionnées évidemment, mais tout ça, c'était déjà dans sa tête. En tant que directeur technique, j'estime Léonard de Vinci encore plus que les autres, parce que je pense toujours au côté technique. Et quand je vois qu'il avait prévu les choses avant même qu'elles n'arrivent, je suis très impressionné. Des idées avant-gardistes que petits et grands peuvent découvrir de manière ludique, que ce soit à l'ancienne, en jouant avec le mécanisme des machines, ou grâce aux écrans interactifs qui regorgent d'informations sur cet homme en avance de plusieurs siècles sur son temps et ses travaux. Prochaine étape de l'exposition, plonger dans l'univers mystérieux de Da Vinci. Grâce à des écrans géants et des jeux de son et lumière, le public est emporté dans une autre dimension. J'ai appris beaucoup de choses en vivant cette expérience. Ce que nos yeux peuvent voir, la musique, ce que ça nous fait ressentir, et plus particulièrement les enfants. Ils peuvent apprendre tellement de choses d'une façon simple et amusante, c'est génial. Troisième et dernière partie de l'exposition, ces tableaux. Des reproductions d'étoiles célèbres de l'artiste sont exposées avec une partie entièrement consacrée à l'incontournable Joconde. On y découvre que le tableau de Mona Lisa cache plusieurs secrets. Son regard et son sourire devaient être à l'origine différents. Léonard de Vinci a également modifié la position de ses doigts. Tant de détails révélés, jusqu'ici inconnus du public. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de découvrir ce qui se cachait derrière le tableau de Mona Lisa. Tu vois, vraiment les détails de la façon la plus précise. Des choses que je n'avais pas vues quand j'ai eu l'occasion de voir la vraie Joconde au Louvre de Paris. Des découvertes inédites comme la couleur originelle du tableau, grâce à une technique découverte par un ingénieur français, Pascal Cotte. Son invention, un appareil photo multispectral, lui permet de prendre des photos de très haute définition, pas moins de 240 millions de pixels et en infrarouge. Il a ainsi pu retirer chaque couche recouvrant la Joconde. Vernis, tentative de restauration, tout a pu être effacé, reproduisant ainsi le tableau tel qu'il était à sa création. Un final assez impressionnant pour une exposition exceptionnelle et excitante qui pourrait bientôt se retrouver dans des musées du monde entier. Impressionnant. On quitte le grand Leonardo da Vinci pour entrer dans le monde encore plus fantastique de la Bible avec vous, Laetitia Lorini. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors la Bible, c'est le nouveau buzz d'Hollywood maintenant. Alors tout à fait, on n'a jamais vu autant de projets cinématographiques basés sur l'histoire du plus vieux livre du monde. Alors on connaissait les 10 commandements avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Et bien là, voilà, on a Christian Bale qui incarne ce personnage incontournable sous la caméra de Ridley Scott. C'est un film, un des films les plus attendus de l'année. Un autre grand personnage tout aussi sexy qui lui incarnera cette fois-ci Noé sous la direction de Darren Aronofsky, c'est Russell Crowe. Il sauvera des animaux mais aussi la planète entière. L'humanité, on peut le dire. Voilà. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit extrait. Oui. Qu'est-ce qu'il a
détruire le monde. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Oh, j'aime pas Russell Crowe avec le crâne rasé. Dites-moi, Laetitia... Moi, j'aime Russell Crowe avec le crâne rasé, voilà. Pourquoi cette vague, à votre avis, de films consacrés comme ça à la Bible? Alors, on sait qu'Hollywood n'aime pas trop la difficulté, ils n'aiment pas non plus trop la controverse. L'histoire de la Bible, c'est facile, entre guillemets, à adapter. C'est une aubaine en termes de scénario, pas besoin d'engager quelqu'un qui crée un nouveau scénario. On connaît l'histoire, on connaît la fin, il y a de l'intrigue, de l'amour, de l'espoir. C'est le scénario idéal, quoi. Le scénario idéal pour Hollywood. Et puis Hollywood aime aussi dimension beaucoup, politique, peut-être, non oui, tout à fait. L'intrigue politique est bien présente. Hollywood aime aussi beaucoup cibler son audience. On sait qu'ils font des dessins animés pour les enfants, qu'ils font des comédies romantiques pour les jeunes femmes qui ramènent leurs petits amis. Et on sait aussi qu'il y a 91 millions d'évangélistes chrétiens aux États-Unis, la cible d'audience parfaite pour les studios hollywoodiens qui veulent s'assurer de bénéfices. Un marché captif. Et alors justement, que devient notre ami Jésus-Christ dans tout ça? Eh bien, il devient le premier super-héros qui n'a jamais existé, si l'on peut dire. On connaît La Passion du Christ réalisée par Mel Gibson, et puis il revient cette année, ce mois-ci même, dans Son of God, qui est l'adaptation d'une série télévisée qui a beaucoup marché en Amérique. Ça s'appelait The Bible. On retrouve donc Jésus-Christ de sa naissance jusqu'à sa résurrection, mais par contre, on ne retrouve pas Satan, qui lui a été complètement coupé au montage dans ce film parce que le personnage principal ressemblait trop à Barack Obama et ça passait mal d'avoir un personnage qui incarnait Satan ressemblant à Barack Obama. Merci beaucoup Laetitia, merci pour vos explications. Dans quelques instants, le groupe Gola va venir interpréter de la musique classique perse. Mais avant cela, voici les highlights, l'agenda des expositions. Marseille montre tous ses visages, l'exposition Visages, Picasso, Marguerite Warhol, ses 150 œuvres d'art, peintures, sculptures et photographies réalisées par 97 artistes avec pour thème la représentation de la figure humaine dans l'art moderne et contemporain. Au XXe siècle, les artistes s'intéressent aux visages, de Picasso à Warhol en passant par Belin, Dubuffet et Basquiat. Vous pourrez les découvrir au centre de la Vieille Charité jusqu'au 22 juin. Le musée d'art de Tel Aviv expose Marcel Van Eden, la nouvelle série de dessins de l'artiste hollandais basée sur des documents et matériels visuels datant d'avant sa naissance, mêle récits historiques et fiction. Un de ses croquis a été spécialement conçu pour cette exposition. Il aborde la création du musée et les différentes activités de ses fondateurs dans les années 30. Marcel Van Eden à Tel Aviv, c'est jusqu'au 21 juin. Un festival de musique qui dure 5 jours en pleine mer, c'est le projet fou du Rockboat. Embarqué à Miami à bord du Norwegian Pearl, direction les Caraïbes. Au programme, concerts, spectacles et beach party géantes sur une île privée. Surnommé le camp d'été pour adultes par ses organisateurs, l'ambiance est censée être le point fort de cette croisière. Le Rockboat a largué les amarres le 22 février et voguera jusqu'au 26. De la musique maintenant avec sur le plateau du Culture Mag, deux membres du groupe Gola qui viennent d'arriver. Bonjour, merci d'être là. C'est le groupe de musique classique iranienne. Il y a Farzani avec nous, la chanteuse, et vous, Menaché Sachon, le leader de ce groupe. C'est un groupe que vous avez créé il y a 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui caractérise ce qu'on appelle la musique classique iranienne ? La musique classique iranienne et se caractérise par plusieurs choses. Premièrement, des tons qui n'existent pas dans la musique occidentale. La répartition entre les tons ici est une répartition d'espace, contrairement à ce qu'il y a dans la musique occidentale. Dans les sonorités, oui. Ce qui caractérise la musique perse classique, c'est les improvisations également. Cette envie de groupe que vous avez créé il y a 6 ans, c'est une envie d'exiler, c'est une envie de retrouver des racines? Oui, bien sûr.
Ici, en Israël, il y a plus de 200 000 Israéliens d'origine iranienne, et jusqu'à maintenant, ils n'entendaient pas la musique classique perse, mais plus de la musique pop iranienne, que moi je n'aime pas personnellement tellement. J'aime la musique classique perse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons formé ce groupe, pour donner avant tout une scène à la musique classique iranienne et pour la faire connaître aux Israéliens dans leur ensemble. Aux Israéliens dans leur ensemble. Est-ce que vous êtes écoutés également en Iran? Est-ce que vous avez un public là-bas? Non. Peut-être qu'on nous écoute par le Facebook. Mais il n'y a pas de possibilité de nous écouter en Iran. En Israël, oui. Bientôt, nous allons partir pour l'Europe, pour une série de concerts en Europe, en Italie. Et là, tout le monde pourra découvrir. Alors, on va écouter une de vos chansons dans quelques instants, que vous avez enregistrée auparavant. Juste, expliquez-nous déjà quel est cet instrument et comment il fonctionne. Cet instrument s'appelle un santour. C'est l'un des instruments les plus anciens qui existent au monde. Plus de 3000 ans il existe. Et on en parle d'ailleurs dans la Bible. En fait, c'est l'ancêtre du piano. Et lorsqu'il est arrivé en Europe, il a changé de forme, mais il rappelle un peu le piano d'aujourd'hui. Cet instrument, et on le joue avec ces deux tiges, de cette manière. Et les paroles? Quelles sont les paroles de vos chansons? C'est plutôt des paroles politiques? Est-ce que c'est toujours politique ou est-ce que c'est des chansons d'amour, tout simplement? Non, il ne s'agit plus de chansons influencées par les poètes perses connus. En Perse, il y a des poètes très très célèbres comme Mahaya, comme Rolana, Hafer Saadi. Et en général, c'est une musique classique qui met en musique ces grands poètes. Et c'est ce qui est pratiqué dans la musique classique iranienne, la mise en musique de ces poèmes. C'est une culture très riche en Perse et en Iran. Et trop peu de gens en ont conscience et la connaissent à travers le monde. Est-ce que c'est toujours politique? Est-ce qu'il y a une dimension politique dans votre musique? Non, il n'y a pas de dimension politique. Nous nous inspirons des sources et beaucoup plus que de la politique. Et en général. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a de la mélancolie? Est-ce qu'il y a de la mélancolie, de la tristesse, sadness? En général, la musique perse est une musique triste, peut-être en raison de l'histoire triste en Iran. C'est une musique très triste. Et je pense que cette tristesse, elle vient principalement après l'invasion islamique en Iran. Lorsque les envahisseurs ont empêché le peuple perse de faire sa musique, justement, de jouer sa musique. Et en fait, ceux qui ont préservé cette musique perse étaient les Juifs, justement, qui, pendant de très nombreuses années, ont préservé la tradition musicale perse. Alors justement, on va se quitter, on va terminer ce Culture Mag avec vous. Vous avez été dans le studio tout à l'heure, enregistré un morceau. Voilà, c'est le titre, c'est Bordi Az Yadam, c'est celui-ci. Yes. Non, il est là, il faut que vous retourniez pour le regarder. Voilà, c'est celui-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du Culture Mag. On se quitte avec vous en musique. À demain, même heure, juste après cette chanson Bordi Az Yadam, m'as-tu oublié? C'est l'info qui continue sur i24 News.
چشم من